Série de webinaires qui invite les acteurs du changement dans votre salon. Ce soir, je suis avec Anna Van Der Lee pour animer ce webinaire qui récoltera toutes vos questions pour les transmettre à nos intervenantes à la fin de ce webinaire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, on se retrouve ce soir pour poursuivre notre série Penser l'après-patriarcat dans ce 9e épisode et on va parler des violences sexistes et sexuelles dans le monde de l'entreprise, le monde du travail. Donc, pour parler de ce sujet, nous recevons aujourd'hui Agathe Peignet et Camille Dubourdieu-Hérault, qui sont donc étudiantes à l'école de commerce EM Lyon et fondatrices du mouvement Balance ton stage. Voilà, donc ce mouvement Balance ton stage, il a été lancé sur Instagram. Il recueille en fait des témoignages de victimes et de témoins de violences sexistes et sexuelles dans le cadre de leur stage. Et pour n'en citer que quelques-uns, nous, voilà, on en a relevé certains qui nous ont vraiment choqués. Par exemple, il s'est mis à quatre pattes devant moi et a essuyé ses lunettes avec ma jupe. Ils m'ont dit qu'ils avaient fait un pari sur qui allait me baiser en premier. Ou encore, à chaque fois qu'ils venaient me voir, c'était une main sur mon épaule, ma nuque, mes hanches. C'était une intrusion en permanence. Donc, suite à cela, vous avez mené une enquête interne auprès de 170 élèves de votre école. Aujourd'hui, votre page Instagram, elle compte plus de 14 000 abonnés. Et vous avez été rejointe par un troisième membre sur ce projet, donc Simon, qui n'est pas là ce soir, mais avec qui vous avez lancé votre petit manuel du sexisme en entreprise et comment le combattre, donc qui est en fait un guide pédagogique voilà, pour sensibiliser les étudiants et étudiantes sur ce sujet-là, mais aussi pour donner des outils et des ressources pour savoir, par exemple, comment réagir. Et enfin, vous avez maintenant ouvert un crowdfunding pour lancer un module de formation sur cette même thématique, toujours auprès des étudiants et étudiantes. Voilà, donc on est vraiment ravis d'être avec vous de ce soir. Avant de commencer ce webinaire, j'aimerais rappeler donc à tous ceux et celles qui nous écoutent de ne pas hésiter vraiment à poser leurs questions sur le chat dans le Zoom réservé à cet effet ou en commentaire du live Facebook. Toutes ces questions, voilà, elles seront remontées à nos intervenantes, elles y répondront en deuxième partie de webinaire. Donc, pour lancer ce nouvel épisode, donc la première question qu'on s'est posée à Penser l'après, finalement, c'est vraiment le pourquoi du mouvement, en fait. D'où vous est venue cette idée, cette envie, et aussi peut-être pourquoi avoir choisi de lancer le mouvement sur Instagram en particulier. Alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation. On est ravis d'être là avec Agathe. Et merci pour l'introduction. Donc pour ce qui est de la petite histoire, Agathe et moi, on était en stage ensemble l'an dernier aux États-Unis, donc dans la même entreprise. Et on a été toutes les deux victimes et témoins de sexisme. Donc c'était principalement du sexisme ordinaire. Pour ma part, c'est allé un petit peu plus loin puisqu'il y a eu un conflit un petit peu plus violent verbalement parlant. Et donc c'est ce qui a été un petit peu le déclic pour moi. Et j'ai commencé en fait à en parler aux autres étudiants et étudiantes de notre école qui étaient aussi aux États-Unis. Et là, c'est là que je me suis rendu compte qu'on était loin d'être seuls et qu'au contraire, ça concernait vraiment une grande majorité des étudiants et des étudiantes. Et donc les langues se sont déliées petit à petit. Et on nous a rapporté plusieurs faits de l'outrage sexiste à l'agression sexuelle. Et donc, on s'est dit il fallait vraiment agir et que ce n'était pas normal qu'on nous lance comme ça, en quelque sorte, en stage, sans nous prévenir, sans qu'il y ait de communication, de prévention, de formation. Et donc, on a lancé effectivement deux enquêtes, une enquête quantitative et une enquête qualitative quand on est rentré en janvier à l'école. Donc, c'était en janvier 2020. Et donc, la première, c'était pour mesurer l'ampleur du phénomène. Et ensuite, on a réalisé des entretiens plus quali avec les étudiants qui ont accepté de témoigner. Et c'est à partir de cette matière-là qu'on a ensuite construit le petit manuel du sexisme en entreprise. Au départ, ça devait être uniquement un recueil de témoignages. On n'avait pas pensé à aller aussi loin que le manuel de sensibilisation qui finalement, qui aujourd'hui voilà, est en ligne, a été largement diffusé. On ne pensait pas en arriver jusque-là. Mais on s'est retrouvé avec une telle matière, que ce soit de l'outrage sexiste, de l'harcèlement sexuel, de l'agression sexuelle, et puis on s'est rendu compte à chaque fois qu'il y avait des mécanismes à l'œuvre qui étaient relativement similaires, qu'il y avait des choses qui revenaient, qu'on pouvait vraiment décortiquer tout ça, tous ces témoignages. Et donc on a fait ce manuel, et on l'a ensuite diffusé sur Instagram. Donc au départ, on a utilisé Instagram uniquement pour la promotion du manuel. On ne pensait vraiment pas toucher autant de personnes. Et très très vite, il y a eu énormément d'abonnés et puis surtout, on n'avait pas eu du tout cette idée-là, mais on a commencé à recevoir des témoignages par message privé, pas uniquement des étudiants de notre école, mais des étudiants partout en France, de tous les cursus. Et donc, on a commencé à réaliser qu'en fait, là, il y avait une vraie problématique, qu'on répondait à un besoin qui était
de la part des étudiants de s'emparer de ce sujet qu'est le sexisme en entreprise et finalement qui avait été peu mentionné jusqu'à aujourd'hui de leur point de vue à eux. Et donc là, on s'est rendu compte qu'on touchait quelque chose. Et puis surtout, il y a eu tout un engouement médiatique auquel on ne s'attendait pas du tout, qui nous a aidé à gagner en visibilité, à toucher un maximum de personnes. Et donc, pourquoi Instagram? Au départ, on l'a fait instinctivement parce que c'était un réseau qui était largement utilisé par les étudiants de notre école. C'est vrai qu'il y a une audience assez jeune. Et puis, visuellement, ça nous parlait aussi parce que l'idée, c'était d'avoir ces phrases un petit peu choc, ces citations pour attirer l'attention des gens et puis pour les sensibiliser. Et puis finalement, on s'est rendu compte que ça avait bien marché et qu'on avait pu récolter tous ces témoignages en plus parce que Instagram, finalement, il y a quand même un climat très bienveillant, un climat de confiance qui nous a permis aussi de récolter plus facilement et de libérer la parole. En fait, c'est vraiment ça, il y a eu un mouvement de libération de la parole qui ensuite diffusé sur Twitter. Parce que pendant un week-end, il y a eu Balance ton stage qui était en top tweet, qui a aussi largement été utilisé pour les stages infirmiers et pour le domaine de la médecine plus globalement. Et donc, il y a eu tous ces mouvements de libération de la parole auxquels on ne s'attendait pas du tout. Et donc, on a décidé de continuer. On est passé d'une initiative à une association étudiante. Et aujourd'hui, on est toujours là et on continue. Ok, je vais rebondir sur ce que tu as dit à la fin. Justement, tu parles du milieu un petit peu médical, infirmier. Nous, on s'est posé la question parce qu'on a vu passer justement ces tweets un petit peu sur le milieu médical. On s'est demandé, est-ce que vous recevez des témoignages de certains milieux étudiants en particulier, de certains secteurs d'activité en particulier, ou est-ce que c'est vraiment très large? Et si oui, non, pourquoi d'après vous? Agathe, tu veux répondre ou j'y vais? Ouais, non, carrément. Alors, on a remarqué au cours de notre enquête plusieurs choses. C'est que le sexisme peut toucher tout le monde, peut venir de tout le monde et peut avoir lieu dans n'importe quel secteur, c'est-à-dire dans n'importe quel type d'entreprise, que ce soit une start-up ou une firme transnationale, et que ça peut avoir lieu aussi dans tous les secteurs. Donc, une fois qu'on a dit ça, en fait, on peut quand même parler parfois de secteurs dits masculins ou de milieux dits d'hommes, ou peut-être que, alors déjà, il y a en nombre, disons qu'il y a plus d'hommes que de femmes, donc ça crée forcément une culture d'entreprise différente de s'il y avait plus de parité, et donc parfois une culture d'entreprise qui va être entre guillemets moins inclusive et où la libération de la parole et la dénonciation de certains comportements se fait moins facilement. Donc, une fois qu'on a dit ça, qu'il y avait donc certaines entreprises qui étaient dites des entreprises qui avaient une culture d'entreprise plus masculine, on a aussi remarqué, notamment à travers notre compte Instagram, justement à travers les témoignages qu'on a reçus, qu'il y avait certains secteurs qui étaient plus touchés que d'autres ou différemment touchés que d'autres. Le premier, c'est le milieu de la santé. Un vrai développement de ce mouvement-là dans le milieu de la santé, parce que le sexisme va toucher différemment les étudiants en santé, mais aussi dans le milieu du droit et dans le milieu, par exemple, aussi de la cuisine. Et en fait, ce qu'on remarque en commun dans ces différents milieux-là, c'est que c'est souvent des milieux qu'on pourrait qualifier de corporatistes, enfin avec une culture assez corporatiste, avec des longues traditions et des mécanismes spécifiques à l'œuvre. Par exemple, ça va souvent être des milieux très stressants, assez concurrentiels. Et donc voilà, on va observer dans certains secteurs, dans certains milieux, certains contextes qui va favoriser ces situations, ces comportements de sexisme, et qui va parfois entraîner le fait que les victimes vont moins facilement parler du fait d'une pression des pairs ou justement de ces traditions-là et d'une histoire du milieu qui va être assez particulière. Mais en tout cas, on a quand même observé, de par les témoignages qu'on recevait, que ça venait des étudiants dans n'importe quel type d'école et qui ensuite avaient effectué des stages dans n'importe quel type d'entreprise ou dans n'importe quel secteur d'entreprise. Ok. Oui, c'est vraiment en fait, c'est vraiment partout, avec peut-être des endroits dans lesquels on va avoir
plus des stéréotypes de genre liés à historiquement une présence plus masculine dans ces types de milieux-là, quoi. D'accord. On va peut-être revenir à la définition finalement du sexisme, des violences sexistes et sexuelles, et aussi du sexisme ordinaire. Parce que ça, c'est un concept qu'on entend de plus en plus. Camille en a parlé tout à l'heure, que vous aviez été donc victime de sexisme ordinaire. Comment le sexisme ordinaire, ça se définit? Comment ça se manifeste aussi? Parce que parfois, on peut se retrouver dans une situation où, justement, surtout quand on est en stage, qu'on débarque un petit peu dans le monde de l'entreprise, on peut penser que certaines situations, finalement, sont normales. Donc, voilà, définition un petit peu de ces violences sexistes et sexuelles, sexisme ordinaire. Je vais y aller. Donc, sur la question du sexisme ordinaire, avant toute chose, on pourrait définir ce que c'est quand même que le sexisme. Donc, le sexisme, nous, on le définit de la manière suivante. On utilise à chaque fois la définition du Larousse, c'est attitude discriminatoire fondée sur le sexe. Donc, ça se manifeste sous des formes variées, plus ou moins explicitement. Donc, en gros, le sexisme, ça va être considéré, par exemple, comme certains actes physiques. Donc, ça va être les attouchements, les viols, les féminicides, mais aussi certains actes verbaux, des sifflements, des insultes à caractère sexuel, parfois des blagues. Et ça va aussi être des normes sociales. Donc, les normes sociales, elles vont être encore plus intériorisées. Ça va être, par exemple, devoir être tempéré pour les femmes, devoir être viril pour les hommes. Enfin, voilà, des choses dont on entend souvent parler. Ce qu'il faut dire, c'est que le sexisme, il va toucher les hommes et les femmes. Simplement, il va toucher souvent plus durement les femmes, plus souvent les femmes, et on ne parle pas du même contexte, en fait. C'est-à-dire que pour le sexisme qui touche les femmes, ça se couple, en fait, avec un contexte social, historique, culturel et économique qui est particulier et qui présente souvent, en fait, la femme comme, entre guillemets, inférieure à l'homme et qui, du coup, va permettre en fait la reproduction et la légitimation en fait plus souvent de certains comportements et certains actes sexistes. Et donc ce sexisme-là, donc il peut prendre différentes formes. Et légalement, en fait, on peut observer ce qu'on appelle la pyramide du sexisme. Et justement, donc c'est ce que tu disais, mais la première étape de la pyramide du sexisme, c'est ce qu'on va appeler l'outrage sexiste. Et c'est ce qu'on peut en fait rapprocher un peu ce qui est le sexisme ordinaire. Ça va être tout ce qui est clichés, blagues, remarques. Et en fait, c'est toutes ces choses-là, c'est tout ce qui est, même surtout le sexisme ordinaire, c'est quelque chose qui va être en fait assez intériorisé par les hommes et par les femmes et qui est beaucoup moins facilement repérable. Et en fait, le sexisme ordinaire, c'est quelque chose dont parfois on ne va pas forcément avoir conscience. Et si on n'arrive pas à repérer ce sexisme ordinaire, on légitimise certains comportements et derrière, en fait, on va favoriser la reproduction des étages supérieurs de la pyramide du sexisme. C'est-à-dire qu'on va accepter, par exemple, un outrage sexiste, donc une blague sexiste. Et en fait, le fait de légitimer et de ne pas le repérer comme quelque chose qu'il faut combattre, ça va favoriser ensuite la légitimation, par exemple, d'harcèlement sexuel, d'agression sexuelle, voire de viol. Donc ça, c'est sur tout ce qui est donc, sexisme ordinaire. Et donc après ça, c'est ce que je disais, mais donc il y a après le sexisme ordinaire, il y a le harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel, ça va être la répétition, par exemple, de l'outrage sexiste. Ensuite, on a l'agression sexuelle et ensuite on a le viol. Voilà. Ok, donc du coup, en fait, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez aussi tout à l'heure, c'est que finalement, il n'y aurait pas de profil type d'agresseur et je suppose pas de profil type non plus de victime. Voilà, on n'est pas forcément dans un schéma, forcément le pervers narcissique très identifiable ou la personne réservée, timide qui sera forcément victime, mais par contre, il y aurait plutôt des comportements types à identifier plutôt. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu, tu viens de commencer à en parler, mais justement ces comportements types qu'on peut identifier et qui doivent nous alerter en fait pour reconnaître ce type de situation à risque. Donc effectivement, comme tu disais, nous ce qu'on a voulu déconstruire, c'est l'idée qu'il y aurait une victime type, alors que non, ce qu'on a vu, ça pouvait être dans tous les milieux, que ça pouvait être des femmes, des hommes, à des degrés différents, et qu'il n'y avait pas non plus d'agresseur type. Ce que tu disais, l'image du pervers narcissique, du violeur, du tueur en série, etc. Bon, on exagère un petit peu, mais cette image-là, on a voulu la déconstruire et effectivement, on a préféré mettre en avant des comportements types
qu'on a pu repérer au fil des entretiens qu'on a réalisés. Donc, selon nous, il y en aurait 4 principaux. Après, bien sûr, il y en a d'autres. Mais donc, premièrement, il y a, on en parlait aussi tout à l'heure, c'est imposer des contacts physiques. Donc, ça va être la fameuse main sur la nuque, sur les hanches, voire plus grave, sur les cuisses. Là c'est clairement une agression sexuelle. Et on a eu plusieurs cas comme ça qui nous ont été rapportés. Le deuxième comportement, ça va être aussi commenter le physique. Donc, nous, on a énormément de témoignages concernant ce comportement-là. Ça va être, par exemple, alors, tu as tes règles parce que tes seins sont plus gros que d'habitude, ou avec ces longues jambes, ou cette belle jupe, tu peux me poser toutes les questions que tu veux, des choses comme ça, qui peut aussi agir voilà, comme un peu un signal d'alerte en disant attention, sexisme, là je suis clairement face à du sexisme parce que des fois on s'en rend pas compte. Il y a aussi remettre en question la légitimité, alors ça concerne surtout les femmes. Le fameux elle n'est pas là pour ses compétences ou elle a dû passer sous le bureau ou des choses comme ça. Ça revient énormément. Et puis il y a aussi s'introduire dans la vie privée. Alors là c'est un petit peu délicat parce que enfin, il peut tout à fait y avoir une ambiance conviviale, amicale dans les entreprises, et tant mieux si c'est très sain et que ça ne dérange personne. Mais on a pu aussi repérer des petites questions qui parfois pouvaient mettre mal à l'aise la victime, du style alors, est-ce que tu as un copain, une copine, je ne sais pas, est-ce que tu as déjà couché avec des garçons, on a eu effectivement le est-ce que tu aimes les hommes matures comme moi, des choses comme ça. Et donc, très clairement, là, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas dire que ça, c'est interdit et que voilà. Mais dans la mesure où ça met mal à l'aise la victime, elle n'est pas obligée de répondre. Et c'est sur ça aussi qu'on a voulu insister, c'est qu'il peut y avoir tout à fait une bonne ambiance, mais à partir du moment où ça nous met mal à l'aise, on n'est pas obligé de répondre. Et ça peut, effectivement, s'il y a ce côté dégradant, humiliant, ça peut correspondre à du sexisme. Donc là aussi, ça peut agir comme un petit signal d'alerte. Et c'est vraiment sur ça qu'on a voulu, ce qu'on a voulu déconstruire et mettre en avant. Parce que, comme je disais tout à l'heure, des fois, on ne se rend pas forcément compte qu'on fait face à du sexisme. Nous, on a pu repérer quand on a fait l'enquête quantitative, on demandait aux étudiants s'ils avaient été victimes ou non de sexisme ou témoins. Et puis des fois, on leur demandait est-ce que vous avez subi telle ou telle remarque qui en fait était à caractère sexiste ou sexuel. Et dans ce cas-là, l'étudiant nous disait bah oui. Et donc en fait, il ne se rendait pas forcément compte, mais il avait effectivement été témoin ou victime. Mais c'est des choses qui sont tellement intégrées, pas uniquement dans le monde du travail, mais aussi dans la société, dans la vie de tous les jours, que des fois on est tellement habitué, que c'est tellement intégré en nous, qu'on s'en rend plus vraiment compte. Et donc ça sert aussi à ça de sensibiliser les individus à ces comportements-là, parce que parfois c'est en repérant ces premiers comportements qui peuvent correspondre à de l'outrage sexiste et en y répondant, qu'on va permettre d'éviter, de casser ce qu'on appelle un peu l'engrenage sexiste ou l'escalade de la violence, parce que des fois, quand on va tolérer ces outrages sexistes, ça va malheureusement pouvoir favoriser des comportements plus graves, des propos plus graves, et dans ce cas-là, on va se retrouver dans des situations de harcèlement sexuel, voire d'agression sexuelle. Et donc c'est pour ça qu'il est important dès le début, en fait, dès que ça nous met mal à l'aise, dès qu'on se rend compte qu'on fait face à du sexisme, de dire stop et de réagir à ce moment-là. Ok, super intéressant. Je ne sais pas si Agathe veut rajouter quelque chose. De la violence, cet engrenage sexiste, c'est quelque chose qu'on a repéré dans tous les interviews qu'on a menées en fait auprès des étudiants et étudiantes de notre école. Et à chaque fois, en fait, les étudiants nous disaient qu'ils étaient entrés dans une phase un peu de minimisation et de culpabilisation. En fait, après avoir été victime, généralement, non pas d'outrage sexisme, mais de quelque chose de plus grave comme le harcèlement sexuel ou l'agression sexuelle, ils disaient en fait, je savais dès le début que ces remarques-là, ces blagues-là me mettaient mal à l'aise, mais j'arrivais pas à les qualifier directement comme sexistes. Du coup, je réagissais pas. Et puis, je me disais, ça fait pas longtemps que je suis là. Lui, ça fait longtemps qu'il est là. Il est installé dans la boîte. C'est mon supérieur hiérarchique. Et en fait,
Du coup, la victime n'en parlait pas et au fur et à mesure du temps, on laissait ces comportements-là se reproduire. Et à la fin, on arrivait parfois à des situations bien plus graves où la victime se disait bah mince, en fait, si dès le début j'avais dit ok, ça n'a pas lieu d'être, je vais te demander d'arrêter, bah, peut-être que ça ne serait pas arrivé. Il ne s'agit absolument pas de culpabiliser la victime ou de dire si la victime avait réagi dès le début, ça ne serait pas arrivé, parce que parfois ça arrive quand même et que la culpabilité allait mettre du côté de l'agresseur et absolument pas du côté de l'étudiant ou de l'étudiante. Mais c'est vrai que déjà savoir repérer ces comportements-là et savoir s'en protéger, ça peut permettre de faire changer les choses avant en fait que ça ne soit plus grave et que surtout ça a un impact bien plus grave en fait sur la santé psychologique, psychique de la victime et sur sa vie professionnelle aussi. C'est intéressant, ça c'est quelque chose que j'avais repéré dans votre manuel, vraiment ces processus de minimisation, de culpabilisation aussi parfois de la part de la victime elle-même, donc des comportements, des choses en fait qui sont intégrées comme normales et on ne sait plus, où j'ai vu des choses comme oui mais en même temps je rigolais à ces blagues ou ah c'est vrai que je mettais souvent des jupes donc bon c'est peut-être un peu de ma faute, donc ce genre de choses de la part de la victime, mais j'ai vu aussi ce type de comportement dans les témoignages que vous avez recueillis de la part des témoins, des collègues et parfois même aussi de l'agresseur. Et il y a une notion que vous abordez aussi que je trouve intéressante, justement de la part des témoins, qui serait de l'ignorance volontaire ou involontaire, justement, cette chose un petit peu de dire « Oh, mais c'était qu'une blague » ou en même temps, il est comme ça, on ne peut rien y faire. Donc, comment vous expliqueriez justement, vous, cette ignorance volontaire ou non de la part des témoins, des collègues Alors effectivement, oui, c'est quelque chose qu'on a pu remarquer et qu'on a voulu distinguer. Donc il y a l'ignorance involontaire, c'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure, en tant que témoin ou victime, on ne se rend pas compte qu'on est face à une situation de sexisme. Et puis, il y a aussi l'ignorance volontaire, donc ça, on a pu aussi... on a eu des cas comme ça d'étudiants qui nous ont dit bon alors effectivement moi j'ai été témoin de ça mais sur le coup j'ai rien fait parce que c'était ma première semaine de stage ou j'avais pas envie de me mettre telle personne à dos ou je me sentais pas etc. Ça peut arriver mais malheureusement et c'est un peu ce qu'on essaye de dire c'est que ça se rapproche un peu de c'est en quelque sorte se rendre complice de ce qui se passe et en fait, c'est vraiment très important. Il ne faut vraiment pas négliger le rôle que peut jouer le témoin dans ces situations-là. Il a un vrai rôle à jouer et c'est très important en tant que témoin. Si on ne se sent pas de réagir directement, ce qui est compréhensible, au moins d'aller parler à la victime. Parce que c'est vrai qu'en tant que stagiaire ou même en tant que personne, c'est pas toujours évident de réagir à une situation comme ça. On peut ne pas avoir les mots, ne pas se sentir, avoir peur, etc. Mais ce qu'on peut toujours faire en tant que témoin, c'est d'aller en parler à la victime. En tant que témoin, des fois, on peut avoir peur de se dire, voilà, la victime, elle va peut-être mal réagir si je lui en parle, elle va pas être à l'aise d'en parler, mais ça coûte rien de lui demander. Et il y a des phrases très très simples, donc elles peuvent être dites dans plein de cas différents en tant que témoin. C'est notamment nous toutes qui les avions mises en avant dans les formations sur les violences conjugales. Mais ça peut aussi marcher dans le cadre du travail. Et en fait, c'est des phrases qui peuvent paraître assez simples, mais qui peuvent vraiment avoir des répercussions, une influence sur la victime. Ça va être le fameux je te crois. Déjà, ça c'est vraiment très 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 important, le dire à une victime. Je te crois. Si c'est elle qui est venue en parler, ça va être tu as bien fait de m'en parler. C'est lui ou c'est elle le coupable. C'est interdit par la loi et surtout je vais t'aider. Et donc ce je vais t'aider, ça peut être quoi? Ça peut être tout simplement un soutien moral, un soutien psychologique. Ça peut être d'aider la victime à à le signaler, à aller en parler à quelqu'un d'autre, à un collègue, à un manager, aux ressources humaines. Et c'est de l'aider dans cette démarche-là et de l'accompagner et de lui dire voilà, qu'on la croit et qu'on va l'aider. Ça, c'est hyper important. Et en tant que victime aussi, il y a des outils, pas uniquement en tant que témoin, mais en tant que victime, il faut savoir qu'on peut et on doit réagir. Donc ça, c'est vraiment un point qu'on a voulu souligner dans le manuel, c'est vraiment d'inciter les victimes à en parler et à signaler ce qui se passe. Alors en parler, ça peut être à plein de personnes différentes. Ça peut être, si on ne se sent pas d'en parler directement au travail, ça peut être à son entourage proche, ça peut être sa famille, ses amis. Ça peut être l'école aussi, parce que l'école, il faut savoir qu'elle a une vraie responsabilité. Elle a un rôle à jouer là-dedans. Et il y a des choses qui sont en train d'être mises en place progressivement dans les écoles.
Et puis, ça peut être aussi les ressources humaines ou un supérieur ou un collègue. Et dans ce cas-là, il y a des procédures de signalement qui effectivement sont mises en place dans les entreprises. Il peut y avoir des enquêtes, des sanctions. Et ça, c'est surtout dans le cas d'harcèlement sexuel, ou d'harcèlement moral ou d'agression sexuelle. Et pour ce qui est des outrages sexistes, donc c'est ce que disait Agathe, ça peut être la blague, le cliché, des choses comme ça, ou les comportements types dont je parlais tout à l'heure. Il y a aussi des petits outils qui peuvent aider. Donc par exemple, si on est victime d'une remarque sexiste ou d'une blague, ce qu'on peut faire déjà, c'est la communication non verbale, c'est-à-dire montrer à l'agresseur que ce qu'il a fait, là, ça nous met mal à l'aise. Donc ça peut être reculer, froncer les sourcils, et puis si on se sent, lui dire, écoute, là, ce que tu viens de me dire, ça me met mal à l'aise. Et ça ne me plaît pas. Et je te demanderai de ne pas recommencer. Et si, ce qui peut arriver, hein, malheureusement, l'agresseur dit, bon, bah écoute, on peut plus rire de rien, c'est qu'une blague, il ne faut pas hésiter à parler du caractère légal ou non, donc dans ce cas-là, du caractère illégal de ce qui se passe, de dire que c'est interdit par la loi, tout simplement, que ça s'appelle un outrage sexiste, et que la loi, elle ne dit pas que si c'est rigolo, c'est autorisé. Et donc voilà, il ne faut surtout pas hésiter, c'est ce que je dis tout à l'heure, hein, mais vraiment dès les premières remarques, à agir, en fait, tout simplement avec ces petits outils. En tant que témoin, en tant que victime, il y a des choses à faire très concrètes, plus ou moins simples. Après, il faut bien sûr se sentir. Hein. C'est facile à dire, c'est pas toujours évident à faire, bien sûr, en fonction de la situation, du contexte, et en plus en tant que stagiaire. Mais voilà, c'est important de savoir que ces outils-là existent. Oui. C'est super intéressant en tout cas, parce que c'est vrai que dit comme ça, on pourrait se dire adopter une attitude, comportement verbal, non verbal, oui, ça paraît un petit peu évident, mais parfois, sur le coup, on peut se retrouver dans une situation, on est tellement choqué qu'effectivement, si on n'a pas ces outils en tête, bah, tout simplement, on est désemparé et on ne sait pas quoi faire. Donc, ouais, vraiment super intéressant. Après, c'est vrai aussi que le fait pour les témoins de venir encourager la victime à en parler, je pense que c'est important aussi, parce que j'ai regardé un petit peu les chiffres de votre étude et on se rend compte que justement, libérer la parole sur ces sujets pour les victimes, c'est pas évident. J'avais relevé que voilà, 33% des personnes que vous avez interrogées n'en ont tout simplement parlé à personne. 55% n'ont parlé à leur famille, leur cercle proche, ce qui paraît peut-être un petit peu plus accessible, un petit peu plus rassurant pour eux. 22% à un collègue, 22% à la hiérarchie ou à un référent. Donc, je pense qu'il s'agit peut-être des référents sexisme qui existent maintenant dans les entreprises de plus de 250 salariés, il me semble. Donc, voilà, ça, c'est important de le mentionner. C'est un outil maintenant, un référent qui existe. Donc, voilà, on peut aussi recourir à lui, à cette personne. 5% avaient alerté votre école, donc le M Lyon. Et par contre, en ce qui concerne les plaintes, là, on est vraiment sur du 0%. Alors que sur l'ensemble des témoignages que vous avez recueillis, je pense qu'il y a certaines personnes concernées qui auraient clairement pu aller porter plainte. Donc nous, on s'est posé la question, à penser l'après, on s'est dit, mais voilà, concrètement, quand est-ce qu'on peut porter plainte? Que dit la loi sur ces sujets-là, justement, entre outrage sexiste, entre vraiment harcèlement? À quel moment on peut porter plainte? Est-ce qu'il faut vraiment que ce soit un harcèlement répété ou pas forcément? Et est-ce que porter plainte, est-ce que la loi est vraiment efficace sur ces sujets? Alors, c'est à la fois une question très simple et en même temps très compliquée. C'est que on peut porter plainte dès l'outrage sexiste. Donc, c'est ce qu'on a qualifié tout à l'heure. Hein, c'est tout ce qui est ce qui va être remarques sexistes, blagues sexistes, clichés, etc. Donc, en fait, c'est souvent les choses qui sont intériorisées, qui sont moins repérées et qui sont souvent banalisées et légitimées. C'est-à-dire qu'on va dire attends, pourquoi tu t'offusques? Là, je t'ai juste fait une blague, c'est bon, on va se calmer. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est puni par la loi. C'est puni d'une amende qui peut aller jusqu'à 750 euros. Donc, déjà, quand on est victime d'outrage sexiste, on peut aller porter plainte. Après, on le fait ou on ne le fait pas, mais on a le droit de le faire. Ensuite, quand on parle d'exhibition sexuelle et de voyeurisme, on est à 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Donc là aussi, on peut aller porter plainte. Pour le harcèlement sexuel, c'est 2 ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende. Pour l'agression sexuelle, c'est 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, y compris pour les tentatives d'agression sexuelle. Et pour le viol, c'est 15 ans d'emprisonnement. Donc en fait, peu importe ce dont on est victime, on peut aller porter plainte. Ce qui est triste aujourd'hui, c'est qu'on ne va pas donner la même légitimité à aller porter plainte en fonction de ce dont on est victime.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, on va être... voilà, il y a déjà... imaginons, on prend le chiffre donc, des viols en France par an. Il y en a très peu qui vont aller en fait porter plainte, soit parce que choc, peur d'en parler, peur de ne pas être écouté, peur que l'agresseur soit pas sanctionné, etc. Ensuite, donc la plainte va être reçue, parce qu'aujourd'hui, c'est obligatoire de retenir une plainte, mais on ne va pas forcément aller jusqu'à sanctionner l'agresseur par manque de preuves, ou etc. Donc en fait, c'est pas facile comme processus d'aller porter plainte. Pourtant, il est quand même assez important de le faire, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut sanctionner l'agresseur et qu'on peut faire donc changer durablement les choses. Donc de telle manière aussi que l'agresseur ne recommence pas. Porter plainte, c'est ultra courageux. Ça demande beaucoup de courage, et c'est pour ça qu'il faut souvent s'entourer. Donc voilà, quand on veut aller porter plainte, on peut en parler à ses proches, si on est victime de sexisme, de violences sexistes et sexuelles dans le cadre du travail, on peut en parler à sa hiérarchie, on peut en parler à son école, on peut se faire aider par des professionnels, donc par exemple des avocats, par des psychologues, par des associations dédiées aussi. Il y a même des comptes Insta, je pense à question de nécessité de porter plainte, mais aussi sur la nécessité de la part de la justice de savoir prendre les plaintes. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand on va au commissariat, le policier ou la policière en face va être obligé de recueillir votre plainte. Après, il y a la question de comment est-ce qu'il le fait. Donc, comment est-ce qu'on forme les gens aussi à savoir recueillir la parole, à mettre à l'aise la victime quand elle vient en parler. Parce que si la victime, elle vient en parler, qu'on lui dit « Ok, on prend ta plainte, mais bon, t'es sûr que t'exagères pas, t'es sûr que c'est vraiment arrivé », ça peut aussi la dissuader derrière de continuer la procédure. Donc il y a un vrai accompagnement de la part de la justice qui se doit d'évoluer, même si la loi est du côté, même si la loi a évolué de son côté. Faut savoir accueillir la victime, faut savoir recueillir la parole. Voilà, on parle souvent de la question de la présomption d'innocence. On dit souvent, bah oui, mais il y a la présomption d'innocence, etc. Bien sûr qu'il y a la présomption d'innocence, bien sûr que la justice fait son travail. En revanche, il faut savoir que quand une victime, elle va aller porter plainte et qu'elle va aller parler de ce qui lui est arrivé, elle le fait rarement par plaisir. Donc il faut quand même faut faire évoluer en fait les mentalités des décideurs, des juges, de la police sur ce sujet-là, sur justement aussi croire la victime par principe, lui dire voilà, je te crois. Après, bien sûr, il y a une enquête. Parfois, il y a des difficultés parce qu'il y a des manques de preuves. Mais c'est pour ça que je disais que c'était une question à la fois simple et compliquée. C'est que oui, c'est simple, dans le sens où il y a des gens qui vont dire bah oui, on peut aller porter plainte. De toute manière, on va recueillir la plainte, on va mener l'enquête. Ensuite, il y a sanction, il n'y a pas sanction. Mais je pense qu'il y a quand même un travail d'accompagnement à faire encore, et surtout de formation des personnes qui vont recueillir ces plaintes-là. Oui, super intéressant. Et tu disais que on peut parfois en parler, ne pas hésiter à en parler à un supérieur hiérarchique. Mais voilà, a priori, votre étude, elle révèle que dans 85% des cas, on est quand même dans une situation de dominant-dominé, dans le sens où la personne qui subit ces violences-là, c'était de la part d'un supérieur hiérarchique. Donc, quand on est en stage, 6 mois, c'est à la fois court, mais ça peut paraître aussi très long. À quel moment on peut se dire quel recours on a? Voilà, on va pas forcément avoir ce réflexe de se dire bon, je vais aller porter plainte, mais quels autres recours on peut avoir? À quel moment on peut se dire tiens, je peux peut-être mettre fin à mon stage, c'est vrai qu'en tant que stagiaire, on est parfois dans une situation aussi, je dirais peut-être un petit peu précaire, où on ne connaît pas trop le monde du travail, on se pose aussi un peu des questions. Est-ce que si moi je fais ça, ça peut peut-être avoir des influences en fait négatives sur la suite de mon parcours professionnel? Ça peut peut-être pénaliser mon dossier, ça peut peut-être, on peut se poser plein de questions comme ça. Donc, qu'est-ce que vous diriez à un stagiaire dans cette situation-là? Comment vous le conseilleriez? Et puis, si vous voulez aussi dire un mot justement sur ce rapport dominant-dominé qui a l'air quand même assez présent dans ces situations de violences sexistes et sexuelles. Agathe, tu veux répondre ou j'y vais? Ouais, je peux y aller. Je suis désolée, j'ai eu une petite coupure de réseau. Je ne sais pas si vous m'avez vu disparaître. Pas grave. Effectivement, on a vu une petite disparition. C'est pas très grave. Voilà. Attendez, je suis là. Alors, attendez. Hop. Ok. Donc, c'était une question sur la question du poids de la hiérarchie, c'est ça? C'est ça, le poids de la hiérarchie. Et puis aussi de se dire que finalement, en tant que stagiaire, on est dans une situation parfois un petit peu compliquée. On se dit, bon, c'est que pour 6 mois de stage. Et est-ce que si je fais quelque chose, est-ce que si je vais m'en plaindre, est-ce que ça risque pas de me pénaliser aussi pour la suite? Ouais.
C'est vrai que oui, on dit que quand on est victime de sexisme dans le cadre du travail, il y a différentes personnes à qui on peut aller en parler. On peut aller en parler à sa hiérarchie si, par exemple, on sent que sa hiérarchie, elle va être à l'écoute et que c'est pas elle qui est à l'origine des propos ou actes. Mais en effet, dans ces cas-là, vaut mieux aller surtout voir les RH, le référent sexisme ou un collègue ou un référent à l'école, etc. Mais donc oui, en effet, il y a 85% des étudiants qui ont été victimes de sexisme en entreprise où c'était un supérieur ou une supérieure hiérarchique qui était à l'origine des propos ou actes. Ça s'explique par différentes choses. Tout d'abord par, en effet, le statut particulier du stagiaire. Le stagiaire, il est jeune, il est vulnérable, c'est généralement sa première expérience dans le monde du travail. Donc déjà, parfois, il ne va pas repérer ces comportements-là, ça on l'a déjà dit plusieurs fois, mais voilà, il ne va pas être conscient, donc il va être mal à l'aise de la situation, mais il ne peut pas mettre des mots sur ce qui lui arrive. Quand ça lui arrive, généralement, il est marqué par le choc, la sidération, la honte, la minimisation, la culpabilisation, la peur d'en parler. Donc voilà, généralement, en fait, on se retrouve dans une situation où il y a un poids de la hiérarchie et où la personne qui va être à l'origine des propos ou actes sexistes va profiter, entre guillemets, de sa position. Parce qu'il est il est dans l'entreprise depuis plus longtemps, parce qu'il est aimé dans l'entreprise, il est apprécié. Donc en fait, le stagiaire va se dire c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre, c'est la parole de l'un, donc moi, stagiaire, qui suis là que pour 6 mois, qui doit valider mon diplôme, qui doit valider mon stage, qui ne veut pas me faire griller dans l'entreprise, qui ne veut pas me faire décommander. Donc en fait, ça pousse au silence. Ça pousse le stagiaire au silence parce que s'il va peur, donc il va avoir peur de ne pas être cru, etc. Dans certains milieux, justement, parce que tout à l'heure, tu me demandais est-ce qu'il y a certains secteurs qui sont plus touchés que d'autres. Par exemple, quand on va faire carrière dans un type d'entreprise en particulier ou dans un secteur en particulier, je pense au milieu de la santé et au milieu justement de la justice, par exemple les cabinets d'avocats, justement, là, on observe que ça va être encore plus dur de parler pour la victime parce qu'elle va se dire bah ouais, mais si je me fais griller par la profession et qu'on me décommande, en fait, après, j'ai plus de boulot et je peux plus en fait monter comme je voulais monter. Donc, ça va aussi pousser au silence. Donc, il y a quand même certains aussi secteurs qui sont encore plus durs de ce point de vue-là. Et il y a autre chose qui peut aussi pousser au silence, c'est le fait de ne pas savoir à qui en parler. C'est-à-dire que si l'entreprise, elle ne fait pas un travail de communication et de sensibilisation auprès d'un côté des stagiaires et alternants qui vont arriver dans l'entreprise, mais aussi auprès des employés directement, qui vont être en contact avec les stagiaires. Voilà, s'il n'y a pas une sensibilisation, une communication autour de ces problèmes-là, et si on ne dit pas aux gens quand ils arrivent dans l'entreprise, voilà qui est le référent au sexisme, voilà comment vous pouvez repérer ces comportements-là, voilà à qui vous pouvez aller en parler, communiquer sur les sanctions qui vont être prises, etc., ça va aussi pousser l'étudiant à se dire bon bah ok, je peux y aller. Et c'est pareil de la part de l'école. Les écoles ont aussi le devoir de donner des listes de contacts utiles, de communiquer sur le sujet de manière à faire en sorte que l'étudiant se dise ok, j'ai le droit d'aller en parler à mon école en fait, parce que c'est les chiffres que tu as dit tout à l'heure, mais il y a 0% qui portent plainte, 5% qui en parlent à leur école, 22% qui en parlent à la hiérarchie. Donc c'est peu. Et en fait, on se rend compte que le travail, il est vraiment à faire aussi de la part des écoles et des entreprises directement. Et que peuvent faire justement les écoles vis-à-vis de ça? Je prends par exemple l'exemple de l'EM Lyon. Que fait l'EM Lyon concrètement si y a un ou une élève qui vient les voir et qui leur dit bah, « moi, ça se passe vraiment mal, on ne trouve pas de solution, je veux mettre fin à mon stage ». Parce qu'on sait que les stages, c'est très souvent des requis diplômants. Donc, comment les écoles accompagnent les étudiants, par exemple l'EM Lyon, sur ces sujets-là? Je ne sais pas, Camille ou Agathe. Oui, je peux y aller. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de choses à mettre en place et qu'elles ne sont pas encore toutes mises en place parce que je pense que cette prise de conscience qu'en fait l'école a une certaine responsabilité, elle est assez récente en fait. Et donc jusqu'à maintenant, il y avait quelque chose mis en place, enfin des petites choses, mais qui finalement ne servaient pas vraiment à grand-chose. Et c'est aussi pour ça qu'en fait, nous, on a remarqué que les étudiants et les étudiantes de notre école n'en parlaient pas forcément à l'école. Il y en a parce qu'ils n'étaient pas, tout simplement pas au courant qu'ils pouvaient en parler à l'école, et puis il y en a qui n'osaient pas, et puis il y en a aussi qui se disaient que de toute façon, il y avait rien qui était mis en place, parce que sinon, ils le sauraient. Et effectivement, pour l'instant, il y a quand même il reste beaucoup de choses à faire.
Nous, par exemple, à l'EM Lyon, il y a un dispositif de lutte contre les VSS, enfin contre les violences sexistes et sexuelles qui a été mis en place. Pas uniquement pour s'attaquer au sexisme dans le monde du travail, hein, mais aussi pour s'attaquer aux violences sexistes et sexuelles qui ont lieu sur le campus, dans la vie associative, les soirées étudiantes. Donc c'est vraiment quelque chose un plan assez global. Et donc nous, on a intégré le comité de pilotage pour réfléchir avec eux à ce qui pourrait être mis en place. Aujourd'hui, il y a le service des stages, le service carrière, il y a la psychologue qui sont là qui sont censés pouvoir recueillir la parole, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas encore vraiment formés à ça. Et ce que disait Agathe, hein, c'est recueillir la parole d'une victime, en fait, ça s'apprend, c'est pas, voilà, il y a des choses, des choses qu'il faut savoir mettre en place. Et donc, il y a plein de choses à mettre en place. Ça passe déjà par la prévention, c'est-à-dire avant d'envoyer les étudiants et les étudiantes en stage, il faut les former, les sensibiliser, les former, leur donner des clés. Et donc, faire en sorte que quand ils partent en stage, en fait, ils sont outillés. Parce que c'est arrivé à plein d'étudiants, nous y compris, hein, de se retrouver face à ces situations-là et de finalement pas savoir quoi faire. Donc, il y a vraiment ce côté prévention. Ensuite, il y a tout le côté aussi, pour la prévention, il y a aussi la convention de stage. On pense, nous, que ça pourrait être pertinent de rajouter des petits paragraphes dans les conventions de stage, une sorte d'engagement de la part du tuteur de stage et de l'entreprise à s'engager à ce niveau-là pour que l'étudiant, l'étudiante ne soit pas victime d'une quelconque forme de discrimination, y compris le sexisme. Il y a aussi, donc, ce que je dis tout à l'heure, c'est le suivi du stagiaire pendant et après son stage. Parce que si l'étudiant ne va pas de lui-même parler à l'école, ce qu'on peut mettre en place, c'est que l'école, justement, aille demander directement à l'étudiant s'il a été victime ou témoin d'une quelconque forme de discrimination. Ça peut être un questionnaire, un formulaire qui est envoyé par mail au milieu du stage, et puis un formulaire à rendre à la fin du stage, en demandant... par exemple, est-ce que vos missions ont été conformes à l'offre de stage et est-ce que vous avez eu un quelconque problème? C'est aussi une manière, voilà, en fait, de libérer la parole, de faire en sorte que l'étudiant, quand il est victime ou non, en fait, il en parle, parce que notamment, on va pouvoir l'accompagner par la suite, donc le rediriger s'il le souhaite vers une cellule psychologique qui va être spécialisée dans le harcèlement ou l'agression sexuelle, l'aider à porter plainte, justement, si l'étudiant le souhaite. Sanctionner ou mettre en place du moins une enquête au sein de l'entreprise concernée, au sein du service concerné, et voir s'il y a des sanctions qui peuvent être mises en place. Bien sûr, on ne va pas blacklister tout le monde parce que si ça arrive chez L'Oréal ou je ne sais pas, chez Canal+, qui sont des gros recruteurs pour les écoles de commerce, on ne va pas les blacklister, mais du moins avertir l'entreprise et puis voir ce qui peut être mis en place concernant le manager en question. Parce que aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les ans, en fait, les offres de stage, elles reviennent. Et donc, si l'étudiant ne va pas dire qu'il a été victime, que son manager, finalement, voilà, il est un agresseur, en quelque sorte, et que l'année d'après, il y a d'autres étudiants qui sont envoyés, etc., et ça ne s'arrête plus. Nous, on a eu des cas comme ça, d'étudiants qui nous ont dit qu'en fait, ils avaient parlé par la suite à des anciens stagiaires de la boîte, et qui leur avaient dit « Ah oui, moi aussi, ça m'est arrivé ». Personne n'avait été au courant, et donc finalement, tous les ans, des stagiaires étaient envoyés, et ça ne s'arrêtait jamais. Et donc, il y a vraiment, on pense, ce suivi qui est vraiment crucial, qui doit être mise en place pour pouvoir casser justement cet engrenage, ce cercle un peu vicieux, et puis mettre en place des sanctions parce que finalement, il n'y a que comme ça qu'on peut faire bouger les choses en sanctionnant, et puis en aidant aussi la victime ou le témoin qui, jusqu'à maintenant, se retrouve un petit peu délaissé et qui ne sait pas forcément, comme on l'a vu, gérer tout ça, gérer ce problème. Donc voilà, il y a tout ça à mettre en place. Je ne sais pas si Agathe, tu veux rajouter des choses. Non, c'est vrai que il y a un vrai plan qui a été mis en place à EM Lyon, notre école, et qu'on est vraiment en train de travailler main dans la main avec l'école pour justement mettre en place le plus de mesures possibles pour améliorer le suivi du stagiaire. Il y a donc aussi la plateforme en ligne où l'étudiant va pouvoir anonymement ou non raconter ce qui lui est arrivé en stage sur le campus. Avec à chaque fois un traitement externe en fait à l'école. Donc ce qui est intéressant, c'est que là en fait on fait sortir toutes ces situations-là, qu'elles aient lieu sur le campus ou dans le cadre du stage, de la simple école. En fait, on ouvre la boîte de Pandore, quoi. C'est-à-dire que l'école aussi s'expose à ce que y ait des choses qui sortent, quoi.
Donc, ça, c'est une vraie prise de responsabilité et qui doit aussi se poursuivre dans d'autres écoles. Et il y a aussi une espèce de flou artistique souvent qui touche les stagiaires, qui est que en fait, le stagiaire, quand il est en stage, n'est pas à l'école, mais il est dans une entreprise en étant à l'école. Et du coup, en fait, l'école et l'entreprise vont se renvoyer la balle, souvent parce il y a même un flou juridique, en fait, dans le sens où bah voilà, elles vont dire bah oui, mais c'est la responsabilité de l'école. Ah non, mais c'est la responsabilité de l'entreprise. Et donc, à la fin, il n'y a pas de sanctions qui sont vraiment prises et il n'y a pas d'accompagnement du stagiaire qui a vraiment lieu. Donc, il y a une vraie nécessité de la part des entreprises de prendre leurs responsabilités et de la part des écoles aussi de prendre leurs responsabilités. Et les entreprises peuvent faire pression sur les écoles sur ce sujet-là en disant simplement, voilà, si vous sensibilisez pas au sein de votre école, si vous sanctionnez pas ces comportements-là au sein de votre école, ben, on n'a pas envie de vos étudiants parce que vos étudiants seront simplement pas des bons managers plus tard. Et de la part des écoles de dire aux entreprises, bah oui, mais si vous n'avez pas une culture d'entreprise ou si vous ne mettez pas en place des mesures bah voilà, RSE, diversité, inclusion, etc., qui permettent de résoudre en fait ces problèmes-là, bah, on n'a pas envie d'envoyer nos étudiants chez vous. Et aujourd'hui, les étudiants, je pense, notre génération est quand même assez sensible à ces voilà, il faut que ça vienne d'en haut aussi. Il ne faut pas que ça vienne que des étudiants qui décident de se former, qui décident de critiquer ces choses qui se passent. Il faut vraiment qu'il y ait une vraie prise de responsabilité de la part des écoles et des entreprises. Et du coup aussi des ministères, par exemple le ministère du Travail et le ministère de l'Éducation. C'est sûr, c'est sûr. En tout cas, voilà, il y a encore on est sur la bonne voie, mais il y a encore plein de choses à mettre en place du côté des écoles et du côté des entreprises. C'est vrai qu'il y a des études qui le montrent. Je sais plus, je me demande si c'était une entreprise de l'ESSEC ou une étude de l'ESSEC ou de l'EDEC, mais justement qui avait été réalisée auprès de ces étudiants pour voir quelles étaient maintenant nos priorités en fait en tant que futur manager, futur cadre, futur stagiaire, nos priorités pour l'entreprise de demain. Et les questions de bien-être en entreprise, mais aussi de diversité, de RSE sortaient en tête maintenant. Donc, on voit vraiment que c'est de plus en plus important pour nous. Comme on a parlé des écoles, on peut enchaîner un petit peu du coup, sur les entreprises et un peu les bonnes pratiques des entreprises. Tu parlais un petit peu de RSE. Moi, j'ai été chargée de mission RSE pendant un petit peu plus d'un an dans un grand groupe. Et donc, j'ai été amenée à travailler sur des questions, des sujets RH, des sujets de diversité. On a beaucoup parlé de le fameux index d'égalité professionnelle, d'égalité homme-femme, les fameuses évaluations RSE aussi, pendant lesquelles on essaye un petit peu de faire valoir ce qu'on met en place en matière d'environnement, mais aussi de diversité et pour lutter contre ces violences sexistes et sexuelles. J'ai parfois été un petit peu sceptique quant à l'efficacité de certaines mesures qui restaient encore très dans je dirais, très théorique, très basée sur un petit peu des chiffres et sur des obligations aussi parfois légales. Est-ce que vous avez des exemples de bonnes pratiques vraiment concrètes qui peuvent agir vraiment efficacement sur la culture d'entreprise pour lutter en fait contre ces violences sexistes et sexuelles, au-delà simplement d'une évaluation ou d'un index qui serait maintenant imposé? Ouais, ça c'est quelque chose auquel on réfléchit depuis, je pense depuis septembre, parce qu'en fait au début on était vraiment sur le côté sensibiliser dans les écoles et sensibiliser les étudiants à cette question-là. Et en fait, au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte qu'il fallait aussi aller directement intervenir dans les entreprises, donc à la source. Et du coup, on a un peu enquêté voilà, sur ce qui se faisait, ce qui se faisait pas, qu'est-ce qui était obligatoire, qu'est-ce qui n'était pas. Donc, en effet, aujourd'hui, il y a des choses qui sont obligatoires dans les entreprises. Il y a les référents sexisme dans les entreprises de plus de 250 employés, tu l'as dit tout à l'heure. Il y a des objectifs de parité, etc. Mais il faut aller forcément plus loin. Et le fait d'aller plus loin, ça passe, à notre avis, surtout par plus d'éducation et de sensibilisation en fait, sur ces questions-là. Parce que, par exemple, dans les entreprises, on va avoir souvent des cadres, des employés qui sont là depuis longtemps, qui ne sont pas de la même génération que nous, qui ne vont pas repérer les comportements de la même manière, qui ne vont pas les apprécier de la même manière. Et donc, il y a un vrai travail de déconstruction à faire de la part des entreprises. Et donc, voilà, par exemple, il y a des bonnes pratiques à mettre en place, comme des formations en ligne, des tables rondes, des questionnaires anonymes ou non, des mesures de résultats. Des kits de bonnes pratiques, des lettres d'engagement, des chartes. Il y a des initiatives communes aussi. Nous, on en a rejoint une là il y a une semaine. Ça s'appelle l'initiative Stop.
Elle a été fondée par L'Oréal, EY et Accor, et ça vise en gros à lutter contre le sexisme ordinaire en entreprise. Donc, comme ça, certaines personnes pourraient se dire, bon, bah, c'est de la façade, c'est machin et tout. Sauf que derrière, il y a une vraie liste d'engagements qui sont pris. C'est la tolérance zéro, c'est communiquer autour des sanctions. Voilà, il y a quand même énormément de choses qui sont mises en place dans les entreprises aujourd'hui. Donc, c'est sensibiliser, former, informer, sanctionner. Tout ça dans un mouvement global d'éducation, quoi. Et surtout, ce qui est important, c'est d'agir et sanctionner dès l'outrage sexiste. Vraiment, enfin, généralement, la culture d'entreprise, elle est basée justement sur ces petites blagues et sur certaines personnes qui continuent de dire voilà, on ne peut plus rien dire aux gens, vous êtes au travail ou même ailleurs, il y a la question de la dignité de la personne en face de vous. Vous pouvez faire des blagues, vous pouvez dire des choses, vous pouvez faire des compliments, vous pouvez être presque amis avec vos collègues, enfin, vous pouvez avoir des relations cordiales. Simplement, quand vous êtes en train de remettre en question la légitimité de la personne en face à être là ou à faire ce qu'elle fait, ou que vous portez atteinte à sa dignité, bah, vous savez très bien que vous devez vous arrêter là. Donc, c'est aussi des clés et communiquer autour des choses qui se font, qui ne se font pas. Et voilà, je ne sais pas si Camille, tu veux ajouter quelque chose sur les exemples de bonnes pratiques. Oui, ben, c'est assez complet tout ce que tu disais. Après, nous aussi, on essaye un peu d'apporter notre pierre à l'édifice et de voir avec les entreprises comment elles peuvent mettre des choses en place, surtout du point de vue du stagiaire. Et donc là aussi, c'est un petit peu en train de bouger. C'est comme dans les écoles. Nous, on a été contactés, on commence à être contactés par pas mal d'entreprises qui justement veulent s'engager sur la question et réfléchir avec nous à comment mettre des choses en place, des outils concrets pour faire bouger les choses. Donc ça va être par exemple des formations, des tables rondes, des conférences, des retours d'expérience de notre part, d'animation d'ateliers à l'arrivée, en fait, dès l'arrivée des stagiaires, dès qu'il y a une nouvelle vague de stagiaires ou d'alternants en quelque sorte, leur donner des outils. Donc ça va être diffuser notre manuel, rédiger des brochures, rédiger des chartes, des lettres d'engagement aussi du côté des employés. Ça va être des petites choses comme ça ou rédiger des kits de bonnes pratiques pour donner des outils aux stagiaires, aux alternants, et puis aussi pour pouvoir sensibiliser à cette question-là aux employés, en fait, qui peuvent être victimes et témoins en tant qu'employés, mais qui peuvent être aussi à l'origine de ces propos ou actes. Et donc, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place pour faire bouger les choses. Après, bien sûr, ça prend du temps. C'est pas en mettant ça en place que du jour au lendemain, tout va disparaître et que le sexisme n'existera plus, parce que c'est des choses qui sont ancrées depuis tellement longtemps dans notre société, dans le monde du travail, que ça met du temps. Mais commencer à sensibiliser, à former, à éduquer, comme tu disais, Agathe, et puis à sanctionner aussi, ça c'est vraiment une partie très très importante. C'est comme ça qu'on commence à faire bouger les choses, à faire bouger les choses, et puis sur le long terme, à instaurer des changements structurels. Oui, c'est ça. Et il faut faire aussi preuve de patience, si on peut dire ça comme ça, et de pédagogie, dans le sens où voilà, le but, c'est vraiment de travailler main dans la main avec les entreprises et de faire évoluer les choses de manière la plus durable possible, la plus structurelle possible. Et ça passe forcément aussi par le fait de devoir convaincre des personnes qui ne sont pas forcément sensibilisées à la question de la même manière que nous, qui ne voient pas forcément les choses de la même manière que nous, avec des choses très figées, surtout dans les grands groupes. Donc il y a des grands groupes qui font figure de modèle et c'est super. Mais voilà, il y a parfois, il suffit de regarder les boards des grosses entreprises. On a surtout des hommes généralement d'une certaine génération et ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être sensibilisés à la question, parce qu'il y en a qui le sont et qui veulent faire avancer les choses, mais en effet il y a un vrai travail aussi de changement à faire dans l'entreprise, qui va encore plus loin aussi dans qui est dans l'entreprise, qui accède aux postes à haute responsabilité, etc. Donc ça rejoint aussi un combat, si on peut dire, encore plus large, quoi.
Oui, c'est sûr. Au-delà de la signature d'une charte, qu'est-ce que concrètement on peut mettre en place pour que ça bouge? Et c'est intéressant aussi de parler voilà, des boards, des CODIR, comités de direction, etc. Moi, ce que j'avais remarqué, c'est que vraiment, à partir du moment où les personnes de ces comités de pilotage, de direction, eux, prenaient en charge, devenaient un peu porte-parole de ces sujets-là, et ben, ils étaient aussi diffusés de façon beaucoup plus... Ils s'incarnaient encore plus dans l'entreprise, beaucoup plus facilement dans la culture d'entreprise, puisque eux-mêmes, en fait, le revendiquaient et essayaient de l'incarner au quotidien. Donc ça, c'est assez intéressant. Quelque chose que j'avais beaucoup entendu aussi quand même, c'était voilà, des managers qui tombaient un petit peu des nues quand on leur parlait de situations voilà, qui avaient pu arriver. Et j'ai souvent entendu voilà, plusieurs reprises la petite phrase c'est un non-sujet chez nous. Non, mais les violences sexistes et sexuelles ou autres, mais celui-là, par exemple, non, mais c'est un non-sujet chez nous. Et ça n'existe pas, ça n'arrive pas. Est-ce que vous pensez que des entreprises irréprochables, ça existe, c'est possible, ou finalement, bah, effectivement, ces violences sexistes, sexuelles seraient un non-sujet? Bon, on rigolait un petit peu avec Agathe quand tu disais ça, parce que justement, ça nous est arrivé d'être Voilà. avec une entreprise que je n'aimerais pas. Et qui disait, mais je pense sincèrement que ces personnes-là le pensaient en fait, hein. Et qu'elles disaient ah non, non, mais nous, nos stagiaires nous ont jamais fait remonter quoi que ce soit, ils ont l'air très heureux, à la fin de leur stage, ils ont tous envie de bosser chez nous, nous, c'est pas un problème chez nous. Et ce qu'on essayait de leur expliquer, c'est que, alors il y a plusieurs raisons. Bon, déjà, oui, il y a des entreprises qui volontairement ne veulent pas voir ce qui se passe ou savoir, qui préfèrent passer ça sous silence pour plein de raisons, hein, pour pas entacher la réputation de l'entreprise, l'image de marque, etc. Et qui donc vont passer ça sous silence. Et puis aussi, ce qu'on leur a expliqué, c'est que, en tout cas du point de vue du stagiaire, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que parfois le stagiaire ne va pas être conscient qu'il est victime ou témoin, donc il ne va pas faire remonter l'information. Et ensuite, c'est ce qu'on disait, et c'est là, je pense, le problème principal, c'est qu'en tant que stagiaire, on ne va pas forcément faire remonter l'information, parce que c'est toutes les raisons qu'exposait tout à l'heure Agathe. En tant que stagiaire, on n'a pas forcément envie de se mettre l'entreprise à dos. On n'a pas envie de mettre sa carrière en péril et donc de prendre le risque de se faire décommander par telle ou telle personne. Donc on va avoir peur, on va avoir même honte parfois, hein, ça arrive, c'est une réaction très très courante. Et donc on va pas forcément le signaler, soit on va pas savoir comment, ou bien on va juste décider de ne pas le faire. Et donc, bah oui, ces gens-là vont plus ou moins jamais être au courant. Mais en tout cas, c'était le cas de cette entreprise qui était persuadée, enfin ces personnes-là qui étaient persuadées que ça n'était jamais arrivé. Et donc nous, on s'efforçait de leur expliquer que bah, si ça avait pu arriver, mais que tout simplement, elles n'étaient pas au courant. Et donc, je pense pas qu'il existe d'entreprise irréprochable parce que c'est ce qu'on répète depuis tout à l'heure, hein, mais ce qui se passe dans la société, c'est ce qui va se passer dans l'entreprise. Et forcément, des fois, ben, les comportements sexistes vont même être plus importants. Vont être plus importants en entreprise. Et donc, je pense pas que, bon, bien sûr, ça existe, hein, mais qu'il y ait des entreprises dans lesquelles le sexisme, le sexisme n'existe pas. Bah, des fois, voilà, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, hein, mais l'agresseur ou la victime ne va pas s'en rendre compte. Et puis, c'est la culture d'entreprise, c'est comme ça, ça s'alimente en fait. Et donc moi, Agathe, tu peux dire ce que tu en penses, hein, mais ça me paraît un petit peu gros de dire que certaines entreprises sont irréprochables de ce point de vue-là, même si on aimerait, si des entreprises essayent, hein, c'est compliqué. Et puis, ouais, puis surtout, il y a une différence entre une entreprise qui serait irréprochable dans le sens où elle va énormément communiquer sur la question, elle va sanctionner tous ces comportements-là, elle va avoir une transparence absolue sur toutes ces choses-là. Donc, à ce moment-là, elle va être irréprochable dans les processus qu'elle met en place pour lutter contre le sexisme. Mais l'entreprise, elle est aussi composée de ses employés. Et il y a toujours un passager clandestin, enfin quelqu'un qui va être déviant et du coup bah, l'entreprise aura beau dire oui on est réprochable, ça n'empêche que la personne qui a été à l'origine des propos actes était en son sein. Donc forcément mettre en place toutes ces mesures va diminuer
ces comportements-là et va faire en sorte qu'ils ne se reproduisent pas et va faire en sorte aussi d'écarter les personnes qui vont en être à l'origine. Donc, par exemple, on va aussi, recruter les gens en fonction de leur sensibilité sur ces sujets-là. On va se dire, lui, je vois pas pourquoi un jour il serait dans cette situation-là. Mais on peut pas éviter le risque zéro. Enfin, on peut pas arriver au risque zéro parce que c'est ce que disait Camille. Mais à partir du moment où on est dans une société qui a intégré le sexisme, où le sexisme existe de manière générale, de la même manière, il existe dans le monde du travail et même parfois, il est démultiplié dans le monde du travail du fait qu'on est dans un contexte encore de micro-société, en fait. Donc dire c'est un non-sujet chez nous, c'est un peu gros, quoi, je pense. C'est clair. Merci pour vos réponses hyper pertinentes. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va passer aux questions du public. Donc, je vais laisser la parole à Anna pour faire passer toutes ces questions. Merci beaucoup, Christy. Merci à vous aussi pour l'échange passionnant et à tous celles et ceux qui nous ont regardés et ont posé des questions. Et donc, la première question, c'est à propos de porter plainte. Donc, on nous a écrit, vous disiez que l'accompagnement de la part de la justice, le fait de savoir recueillir la parole de la victime devait évoluer. Malgré des efforts en termes de sensibilisation, de formation, etc., des agents et des agentes, nombre de victimes ne souhaitent pas porter plainte. Certaines d'entre elles se sont tournées vers les réseaux sociaux pour libérer leur parole. Que pensez-vous du fait que certaines victimes se tournent vers une justice visible dans l'espace public plutôt que celle des tribunaux? J'y vais. Ouais, ok. C'est dur comme question. Alors, c'est vrai que le fait que la justice ne sanctionne pas que donc la justice ne sanctionne pas tous les comportements sexistes. Enfin, voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais dans le nombre de viols qu'il y en a tellement peu qui sont ensuite sanctionnés que forcément je dirais pas que ça fout la haine, mais ça énerve, quoi. Et c'est très triste. Et donc, il y a une vraie nécessité, encore une fois, de former les policiers et la justice à savoir recueillir la parole. Or, en effet, les mentalités évoluent, à mon avis, plus rapidement dans la société que dans la manière de recueillir et d'accompagner les victimes dans les faits. Ça pousse forcément à une autre forme de justice que certains critiquent. C'est-à-dire que parfois, on va dire, ils prennent la place de la justice, ils vont nommer, c'est le name and shame, il faut laisser la justice faire son boulot, etc. Le fait est que pouvoir s'exprimer sur Internet, dans certains cas, ça permet de libérer la parole, ça permet de faire évoluer les choses et ça permet aussi ensuite derrière de faire évoluer la justice en elle-même. Et ça permet aussi aux victimes de se sentir accompagnées. C'est ce que disait Camille tout à l'heure, mais nous, sur notre compte, on a remarqué qu'il y avait très peu de critiques et qu'en fait, ce que nous disaient les gens généralement, c'était simplement, ça leur permettait de pouvoir s'exprimer, de pouvoir raconter ce qui leur était arrivé dans une certaine bulle de confiance. Donc il y a une double dimension en fait dans ce mouvement que ça prend, dans le fait que justement, avec les réseaux sociaux, avec Internet, on va pouvoir s'exprimer sur ce qui nous est arrivé. Donc, d'un côté, il y a ce qu'on va qualifier de name and shame, on va nommer l'entreprise, on va nommer l'agresseur, qui permet ensuite parfois de mener justement une enquête et de faire en sorte que la personne à l'origine des propos ou actes soit sanctionnée. Dans d'autres cas, ça ne va pas aboutir à ça. Et d'un autre côté, en fait, le fait de pouvoir libérer la parole sur ce sujet-là fait aussi parfois évoluer les mentalités et va faire que la prochaine fois que la victime, justement, va aller s'exprimer, on va la prendre plus au sérieux ou elle va se sentir plus accompagnée, etc. Donc, dans la manière aussi de communiquer autour de ça. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure, mais le compte Instagram Je porte plainte est vraiment génial sur ce point de vue-là parce qu'il donne vraiment des clés aux victimes pour pouvoir savoir comment est-ce qu'elles peuvent faire et aussi ce compte-là dénonce en fait les manquements de la justice sur ces sujets-là. Merci beaucoup pour cette réponse. Une autre question qui peut être liée, c'est pensez-vous qu'une simple sanction est suffisante pour faire comprendre à l'agresseur sa faute? La forme des sanctions actuelles sont-elles vraiment adaptées à changer les mentalités? Parce qu'une amende n'a pas forcément un impact.
une fois de plus, et Agathe, c'est ce que tu disais, c'est vrai qu'aujourd'hui déjà, il y a un fossé entre les sanctions qui sont censées être imposées et ce qui se passe réellement. Voilà, c'est rare que, par exemple, un agresseur, enfin, une personne qui aura été à l'origine d'une blague sexiste ou d'un outrage sexiste soit aujourd'hui condamnée à payer 750 € d'amende. Si je ne me trompe pas, ça, en réalité, ça arrive que très peu. Mais je pense qu'effectivement, l'étape de la sanction, c'est quelque chose qui est crucial en fait. Si on sanctionne pas les individus, au bout d'un moment, bah, les choses elles vont pas changer. Alors, ça revient à ce que disait Agathe, c'est qu'il y a ce problème, ce flou un petit peu juridique qui fait qu'aujourd'hui, les victimes portent pas très souvent plainte et que les sanctions aujourd'hui, il n'y en a pas assez. Très clairement, il y a très peu de sanctions qui sont encore prises, mais je pense qu'effectivement, après, ça dépend de la forme de la sanction. Il y a les sanctions amendes, sanctions d'emprisonnement, etc. Et puis, il y a aussi le fait de licencier une personne, de faire en sorte que le ou la stagiaire ne travaille plus avec tel ou tel manager. Enfin, il y a des choses qui peuvent être mises en place en interne qui, à mon avis, ont parfois peut-être, oui, plus de conséquences qu'une amende. Mais c'est compliqué cette histoire des sanctions et nous on peut le voir aussi dans l'école, c'est que bien sûr on a envie de mettre en place des sanctions envers les entreprises qui sont concernées, mais encore faut-il savoir ce que peut vraiment mettre en place l'école et comment, parce qu'il y a aussi toute l'étape de l'enquête qui est quand même ultra, ultra importante. Et puis c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'on va blacklister l'entreprise? Non, ça peut pas se passer comme ça. Alors qu'est-ce qu'on va mettre en place? Et là, je pense qu'il y a effectivement des choses à faire et que tout n'est pas encore mis en place et qu'il faut réfléchir à ces choses-là, mais c'est pas la partie la plus évidente, je pense. Je sais pas si Agathe, tu veux rajouter quelque chose? De faire en sorte que les écoles en fait puissent sanctionner ces comportements-là. Ça passe par une co-construction d'un dispositif par les entreprises et par les écoles, que vraiment l'entreprise soit prête à ce que l'école lui signale des comportements et que si l'école dit bah voilà, cet étudiant a été victime de telle chose par telle personne chez vous, l'entreprise fasse pas l'autruche et dise ok, on va tout de suite mettre en place une enquête interne et on va voir ce qu'on peut faire. Et qu'ensuite, une fois que l'enquête interne elle a été faite, si on parle de quelque chose de grave, on pousse l'étudiant à aller porter plainte et qu'ensuite il puisse y avoir une vraie sanction par la justice en elle-même. Donc voilà, c'est toujours la question du dialogue et de libérer la parole autour de ce sujet-là et d'arrêter de traiter toutes les choses en interne et de ne pas vouloir faire sortir ces comportements-là. Et ensuite, sur le fait de justement une simple amende ou une simple sanction peut-elle faire changer l'agresseur? Pas forcément, parce que si on parle de quelqu'un qui fait des blagues sexistes à longueur de journée et qu'on lui dit c'est pas bien, tu vas payer une amende, il va dire vraiment, ça, je peux plus rigoler, je peux plus rien dire, il y en a marre. Donc en fait, pour faire évoluer ces comportements-là, c'est justement ce qu'on disait tout à l'heure avec Camille, mais il y a plein de choses à mettre en place dans l'entreprise et c'est avant tout de la sensibilisation, avant tout de la pédagogie, avant tout l'éducation. Et plus tôt on le fait, mieux c'est. Donc forcément, parfois, il y a certaines personnes qui disent que c'est trop tard. Alors bon, j'espère que c'est pas toujours trop tard, mais en effet, il y a certaines personnes avec qui il faut faire plus de boulot que d'autres, quoi. En parlant d'éducation, de formation et de sensibilisation, on a aussi des questions justement sur ce que fait votre association et vos projets. Donc, on a déjà parlé du fait que vous vouliez organiser des formations et de votre campagne de crowdfunding pour ça. Quelqu'un pose la question, comment envisagez-vous la structure du module de formation sur le sexisme en entreprise ? Par exemple, y aura-t-il plusieurs types de formations pour sensibiliser les employeurs et pour former les étudiants ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Agathe, j'y vais? Je commence? Alors, pour les formations, la première étape, c'est de les dispenser dans les écoles. Parce qu'effectivement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est important de faire de la prévention et d'envoyer les stagiaires en les ayant formés en amont pour pouvoir prévenir et repérer ces situations.
Donc nous, l'idée, c'est de reprendre un petit peu la théorie que l'on trouve dans le manuel, mais de l'appliquer d'une manière très pratique, c'est-à-dire en reprenant les témoignages qu'on a récoltés et en faisant des mises en situation. Quelque chose de très, très concret qui se rapprocherait un petit peu du théâtre d'improvisation, qui est une méthode qui est souvent utilisée dans ce genre d'atelier pour justement mettre l'étudiant, l'étudiante en fait en situation, dans un cas très pratique, et de décortiquer avec lui ce qui se passe. Donc ça va être par exemple donc de refaire vivre une situation et de lui demander à partir de quand on va dépasser la limite de l'acceptable, quelle est la nature de cette situation, est-ce que c'est un outrage, un harcèlement, etc. Qu'est-ce que, par exemple, peut répondre la victime. Donc, soit le mettre dans le personnage de la victime ou le mettre dans le personnage du témoin, etc. Et donc, c'est vraiment quelque chose, on pense en tout cas que ce côté pratique permet justement d'apprendre peut-être, d'assimiler plus facilement les outils qu'on a envie de transmettre, tout en gardant un petit peu cette partie théorie et donc reparler par exemple du phénomène de minimisation, de culpabilisation, des comportements types, mais tout ça vraiment d'une manière pratique et de les adapter en fonction du cursus. Parce que la première étape pour nous, ce qui est le plus facile, ça va être de les mettre en place dans les écoles de commerce parce que le M Lyon déjà nous aide à mettre ça en place et ce sera plus facile de les dupliquer dans d'autres écoles de commerce. Mais dans l'idéal, nous, c'est pouvoir mettre en place ces formations dans toutes les écoles qui le souhaitent, que ce soit dans des écoles d'ingé, dans des universités, à Sciences Po, etc. Et donc, forcément, il y a des petites subtilités à changer parce que chaque cursus a ses propres spécificités et ses propres... des situations qui vont lui être propres, des mécanismes qui vont favoriser telle ou telle situation, et donc il y a ça à adapter. Et c'est ce que disait Agathe tout à l'heure, il me semble, l'idée aussi c'est de pouvoir reprendre ces formations dans les entreprises à terme, de pouvoir animer des ateliers relativement similaires dans les entreprises qui le souhaitent, à l'arrivée des stagiaires, pour effectivement qu'il y ait cette prévention au cas où si les stagiaires n'auraient pas été formés dans leur école. Super, merci beaucoup. Agathe, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, sur les formations, du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais il y a donc les formations à destination des étudiants et alternants, que ce soit donc sur le campus, donc au sein de leur école ou en entreprise. Et c'est aussi des formations, entre guillemets, en tout cas des interventions auprès des employés de l'entreprise, en fait, auprès de tous ceux qui vont être en contact avec les stagiaires et alternants pour justement communiquer autour de cette question-là. Et forcément, en fonction du public qu'on va avoir, on ne va pas communiquer de la même manière. Donc voilà, forcément, on réfléchit à différents modules de formation qui, en fonction de la cible et d'interlocuteur ou d'interlocutrice qu'on va avoir, va changer. Merci beaucoup. Alors, une dernière question avant notre recommandation. Encore dans les sanctions, donc on revient un petit peu en arrière. Comment prendre en compte la dimension intersectionnelle des propos ou actes sexistes et racistes, validistes, etc. Faut-il des sanctions plus importantes? Comment envisager les mesures éducatives en rapport à ce type d'actes? Camille, tu veux y aller ou tu veux y aller? Vas-y, je compléterai. Bon, alors, est-ce que vous m'entendez ou pas? C'est bon. Ok. Alors, c'est une question difficile parce que on avoue qu'on ne se l'est pas encore vraiment posée. On est sensible à toutes ces questions, toute cette problématique de l'intersectionnalité. Nous, on s'est surtout focus sur la question justement du sexisme, donc vraiment sexisme à proprement parler. Forcément, on a reçu des témoignages d'étudiants et étudiantes qui étaient aussi en parallèle. Enfin, voilà, il y avait plusieurs problèmes qui se chevauchaient, donc justement la question du racisme et de l'homophobie. C'était vraiment ces deux sujets-là surtout, et qui nous expliquaient justement à quel point c'était parfois le recoupement en fait de ces différentes discriminations devenait encore plus dur, et donc la question c'est est-ce que ça doit être encore plus sanctionné ou différemment sanctionné? Là-dessus, moi j'avoue que j'ai du mal
à répondre parce que forcément, il faut sanctionner d'un côté le racisme, il faut sanctionner aussi le sexisme. Et donc forcément, si les deux sont couplés, il faut que ce soit doublement sanctionné. Après, de quelle manière? J'avoue que je n'y ai pas encore vraiment réfléchi. Je ne sais pas, Camille, si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Non, oui, c'est ce que tu disais, c'est que nous, jusqu'à maintenant, on s'est vraiment concentré sur le sexisme. Bien sûr que ces choses-là, elles sont étroitement liées et souvent imbriquées, et enfin, toutes ces formes de discrimination-là, en fait, elles s'alimentent dans certaines situations. Et donc, effectivement, il doit y avoir des sections qui doivent être mises en place pour tous ces problèmes-là. Mais on ne s'est pas penché vraiment sur cette question-là. Et la seule chose que je pense que je peux dire, c'est que oui, il y a des tas de choses à faire, parce que là aussi, c'est quelque chose finalement d'assez récent. Hein. On n'en parle pas depuis vraiment très longtemps de cette intersectionnalité-là. Et je pense qu'il y a un énorme travail à faire là-dessus, parce qu'on se rend compte que tout ça, c'est lié, et qu'on ne peut pas finalement s'attaquer à une seule chose sans prendre en compte les autres. Donc il y a un gros travail, il y a un gros travail à faire. Surtout, c'est vrai que ça va être vécu encore plus durement, et ça va être encore plus difficile, dans le sens où vraiment, c'est ce que disait Camille, mais c'est que ça se recoupe, quoi. Enfin, ça s'imbrique. Et donc, quand on est une femme racisée ou en situation de handicap, forcément, on va être différemment touché, et souvent beaucoup plus durement touché que d'autres personnes qui ne vont avoir affaire, entre guillemets, qu'à du sexisme, quoi. Merci beaucoup. Du coup, je vais quand même rajouter une dernière petite question avant la recommandation, parce que quelqu'un a demandé sur quel mail on pouvait vous contacter pour mettre en relation votre association et une institution qui voudrait mettre en place des formations ou quelque chose avec Balance ton stage. Ouais. Donc, on donne notre mail? Ou moyen de contact. Ok, donc il y a 2 moyens de nous contacter. Si c'est pour un témoignage, justement, dont vous avez été victime ou témoin d'une situation de sexisme, c'est sur notre compte Instagram, donc Balance ton stage. Et si vous voulez entrer en contact avec nous pour tout autre @gmail.com. Voilà. Je crois que ça a bugué quand tu donnais l'adresse. Donc je vais Ok. Balance ton stage, pas de majuscule et tout collé, @gmail.com. Mais ce qu'on fera, c'est qu'on les écrira en commentaire du live Facebook, comme ça tout le monde pourra les récupérer. Super. Bon, du coup, on peut finalement arriver à la recommandation, parce que donc on finit toujours nos webinaires avec une recommandation des intervenants ou intervenantes. Donc, à quoi est-ce que vous avez pensé ce soir? Alors, moi, j'ai pensé à un podcast qui s'appelle Les couilles sur la table. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est par Victor Tuaillon. Et en fait, quand on était en stage avec Camille ensemble à New York l'année dernière, il y a 1 an, je ne sais plus trop quand, justement, on écoutait beaucoup ces podcasts-là. C'était Camille justement qui m'en avait parlé. Et en gros, c'est toute une réflexion sur la masculinité avec un point de vue féministe. Donc, c'est vraiment déconstruire toutes les idées reçues qui justement vont aussi toucher la masculinité et les hommes. Et donc, ça touche à énormément de sujets. Ça va être, je sais pas, il va y avoir des questions sur la sexualité, sur la charge mentale, sur les représentations. Et c'est vraiment ultra, ultra intéressant. Et moi, ça m'a beaucoup impacté. Et je crois que Camille aussi. Donc voilà, ça n'a pas forcément lien avec le sexisme en entreprise, mais on reste quand même autour de la même question. Et moi, je voulais parler aussi un podcast. On est très podcast dans la team Balance ton stage. C'est un podcast qu'en fait on fait nous, qu'on a réalisé nous avec Vocation, qui sont 2 jeunes femmes qui sortent d'HEC, qui ont lancé donc Vocation, qui est un média, on va dire, mais qui ont aussi leur propre podcast et qui décortiquent un petit peu la réalité du marché du travail, les différents métiers, les différentes professions. Voilà.
et qui ont voulu s'attaquer à cette problématique du sexisme en entreprise, notamment donc, du point de vue des stagiaires. Et on a fait ça tout ensemble, enfin tous ensemble, puisqu'il y a Simon aussi. Et ça va sortir, les premiers épisodes vont sortir en janvier. Ça s'appelle Sur Parole. Et donc, c'est des témoignages de femmes qui retracent un petit peu leur histoire et qui nous racontent en détail, enfin, qui témoignent en détail de ce qui leur est arrivé. Donc, ça va de l'outrage sexiste à l'agression sexuelle. Et on a décortiqué un peu ça avec elles pour reprendre en fait les concepts, les notions un peu clés du manuel et les illustrer avec leurs propos. Donc voilà, c'est pas encore sorti, mais ça sort en janvier, donc j'en ai profité pour vous en parler. Super, merci beaucoup. Et merci pour ce webinaire, de nous avoir rejoints ce soir. Donc à Camille et Agathe de Balance ton stage, mais aussi à toutes les personnes qui nous ont suivis sur le live Facebook. On posait des questions, on réagit. N'hésitez pas, bien sûr, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc pensez l'après sur Facebook et Instagram.